20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Dans l'actualité de ce 22 septembre 2016, l'administration pénitentiaire contredite par un détenu qui hume l'air de la liberté depuis ce jeudi matin. L'homme affirme que l'insurrection de Rebus a fait plus d'un mort. Vous l'entendrez dans ce journal. La baie de Hann, le réceptacle d'ordures des villages environnants, une situation qui indispose les habitants de Hann Pêcheurs. Mais le maire de la commune promet une opération de nettoiement dans les prochains jours. À Linguère, dans la commune de Ouarkhor, cela fait plus d'un an que le personnel médical du dispensaire est pris en charge par le comité de gestion, une situation incommodante pour la municipalité qui demande le recrutement du personnel communautaire pour permettre aux habitants de bénéficier des soins de qualité. L'ouverture du séminaire sur le code de la presse ce matin à Saly, Portudal. Il a été présidé par le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye. La suppression de la pénalisation du délit de presse ainsi que la réglementation de la presse en ligne sont entre autres des innovations du nouveau projet. Élite Jeune, une formule conçue par le CNOS et le ministère des Sports pour former des sportifs de haut niveau. Plus de 100 millions ont été mobilisés et 120 jeunes sélectionnés pour ce projet. Les détails, ce sera dans la page des sports. Et puis l'invité du 20h, il s'agit de Zator Mbaye, député à l'Assemblée nationale, interviewé par Mohamed Papis Diaw. Une interview que vous pourrez suivre tout de suite après ce journal. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. La mutinerie de Rebus aurait fait plus d'un mort selon un détenu dont nous avons recueilli le témoignage exclusif. Libéré ce matin après 15 jours de détention, il s'est confié à nos reporters. C'est dans ce reportage signé Souleymane Touré. 15 jours derrière les barreaux, avec une journée de mutinerie, un drame que les flots de l'océan ne peuvent guère engloutir. Le souvenir et les images sont encore à la surface de ses pensées et il les porte tel un fardeau. D'ailleurs, c'est presque tout ce qu'il lui reste. Témoin alors de la récente grève des détenus de Rebus, l'ex-pensionnaire de la chambre 9 donne sa version des faits. Les prisonniers, si nous sommes en grève, dañ leen isoler dans les normes. Mooy firndeel ni que gars yi yëg nañ leen ci seen grève. Par contre, les mouvements dans l'enceinte de la prison devaient être encadrés, mais ça n'a pas été le cas. Pendant ce temps-là, d'autres détenus ont rejoint la cour pour protester. Subitement, les surveillants de prison ont tiré sur la foule, faisant 3 morts et plusieurs blessés. Un de mes voisins de chambre a reçu une balle dans les yeux, un autre dans le ventre. Libéré à peine 30 minutes avant notre rencontre, l'épineuse question de promiscuité et le nombre important de détenus dans une cellule ont marqué l'attention du jeune. Les conditions sont difficiles, vraiment difficiles à Rebus. Les prisonniers sont assis tout au long de la journée dans un espace très réduit. L'alimentation, n'en parlons pas. Ce n'est pas vraiment facile. 48 heures après les échauffourées, ni les noms des blessés, ni celui de la victime ne sont encore connus des Sénégalais. Où est donc passée la responsabilité de l'élite politique? Pouvoir comme opposition, tout le monde est resté à faune sur l'importante question des détenus de Rebus. Décernement de mandat de dépôt de manière systématique. Le procureur Serine Bassirou Gueye réfute les accusations portées au parquet. Mais l'avocat à la cour, Maître Baba Diop, confirme ceux qui incriminent le parquet. Mieux, l'avocat estime que les demandes de liberté provisoire leur sont souvent refusées. Une situation qui est à l'origine, selon lui, du surpeuplement dans les prisons. De l'avis du droit de l'homiste, Maître Amadou Alikane, il faut tout simplement revoir cette loi. Al-Hassan Ba. Mandat de dépôt systématique, conséquence surpeuplement des prisons. Le parquet ne peut pas ne pas être responsable. C'est la conviction de l'avocat à la cour, Maître Baba Diop. Et souvent même, quand le juge d'instruction prend ce qu'on appelle une ordonnance contraire, c'est-à-dire ne se conforme pas à l'exigence de ce mandat de dépôt, le parquet fait appel pour maintenir la personne en prison. Il y a également que chaque fois que les avocats font des demandes de liberté provisoire, c'est le parquet qui s'oppose
à la libération, même provisoire, des détenus. Alors, donc je pense qu'à partir de ce moment, ils ne peuvent pas ne pas reconnaître leur responsabilité par rapport à cette situation. Le procureur Serigne Bassirou Gueye avait fait une sortie pour réfuter les accusations faites au parquet, mais selon le droit de l'homiste, la responsabilité se situe à plusieurs niveaux. Il y a quand même largement des détentions qui ne se justifient pas. C'est la loi qu'il faut corriger sur ce point. Maintenant aussi, il y a des facteurs qui font que les prisonniers peuvent être amenés à se révolter. Ce sont les conditions matérielles dans lesquelles ils vivent. Les événements à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, prévisibles, et ce qui est plus grave encore, selon l'avocat, certains détenus sont encore innocents. Les gens qui sont à Rebeuss, la plupart, font l'objet de détention préventive. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est des innocents. C'est des gens qui ne purgent pas de peine. C'est des innocents qui sont là-bas. Peut-être même que cette personne qui est décédée, c'est un innocent, c'est-à-dire qu'il fait l'objet d'une détention préventive. Je pense que c'est de la façon dont une société considère les personnes en détention, considère la femme, considère l'enfant, qu'on juge aussi du degré de civilisation de la société. Tout ceci mérite une profonde réflexion, soulignent les deux avocats, revoir la loi, l'État se donner les moyens de sa politique criminelle. Et puis un autre avis dans ce journal, celui du secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Alassane Seck, affirme que la mutinerie de Rebeuss était prévisible. Il estime également que les longues détentions préventives sont dues au déficit de magistrats qui se trouvent souvent dans d'autres structures, mais pas au tribunal. Il recommande à l'État de résorber ce gap. Fatou Bintou Conté et Thierno Laurent Mendy l'ont rencontré. Reportage. La mutinerie à la prison de Rebeuss était prévisible. Pour ce défenseur des droits de l'homme, le Sénégal refuse de construire des prisons alors que celle-ci date d'il y a 90 ans. La prison de Rebeuss a été construite en 1927 par les colons. Le Sénégal n'a jamais construit une prison en tant que telle. Et ça, c'est dans l'imaginaire sénégalais, malheureusement, de croire que quand quelqu'un construit une prison, une autorité, elle va être la première à l'occuper. C'est un scandale d'imaginer ça, comme ça. Ça, c'est ahurissant qu'au XXIe siècle, qu'on ait un président né après les indépendances, qu'on puisse croire à ce genre de sortilège. Il faudra constater qu'il fallait s'y attendre, il fallait le prévoir, parce que ce qu'on a dit, il y a des choses qui sont finalement inacceptables pour l'espèce humaine. On ne peut pas supporter ce qui se passe à Rebeuss notamment. Nous l'avons dit, Rebeuss contient 3 fois plus qu'il ne faut. Quand on vous dit qu'il y a des chambres à Rebeuss qui contiennent 200 personnes, pour une toilette ou 2 toilettes, 200 personnes, vous vous rendez compte? Pour le secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, les longues détentions préventives sont dues à un déficit de magistrats, un gap qui doit être résorbé dans les plus brefs délais. L'État a un handicap fort, créard de magistrats, de juges. C'est ça le gros problème. Ensuite, les réformes de la procédure pénale, du code pénal, sont très lentes à être mises en œuvre. C'est ça qui est constaté malheureusement. Et il faut la regretter, il faudra que le ministère, l'État, en pensant au président de la République, le gouvernement entier, a le devoir de faire des opérations fortes, coup de poing, pour résorber ce gap. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait des gens qui font 8 ans en détention préventive. Il y en a actuellement à Rebeuss. Des jeunes magistrats qui sont affectés, par exemple, récemment j'ai appris qu'un jeune magistrat est affecté à la direction du Petit Train Bleu. Mais pour nous, c'est un scandale. Et ça, c'est vérifiable. Des jeunes magistrats qui devaient être dans le jugement, dans la magistrature, sont affectés aux agences ou bien peut-être aux Nations Unies, alors qu'ils ont tellement à faire. C'est pourquoi il exige une enquête au sein de la prison pour situer les responsabilités. Ce sera heureux qu'on arrive à des sanctions s'il y a eu bavure, parce qu'on ne peut pas accepter qu'une personne qui est déjà privée de sa liberté puisse perdre la vie en demandant, en réclamant ses droits. Et ça, c'est les droits élémentaires. Il ne faudra pas oublier que les détenus n'ont perdu qu'un droit, c'est le droit à la liberté. Tous les autres droits leur sont acquis. Une mutinerie au sein de cette prison défraie la chronique depuis quelque temps et chacun y va de ses commentaires.
Allez, parlons d'environnement à présent. Depuis des années, la baie de Hann est devenue le réceptacle d'ordures ménagères qui proviennent des villages environnants, une situation qui indispose les habitants de Hann Pêcheur, Hann Yen, entre autres quartiers. Mais le maire de Hann Bel-Air rassure, il annonce une opération de nettoiement pour bientôt. Reportage de Chertidiane Dion et Diafaraba. La baie de Hann, véritable réceptacle d'ordures ménagères en période d'hivernage, déchets plastiques, ordures ménagères, jonchent les rivages des quartiers Yarach Pêcheur, Yarach Yen, Yarach Walogi. Le décor qui s'offre sur les lieux est indescriptible. C'est des ordures ménagères de Hann, mais aussi de Mbao, de Tcharoy, de Barni. Et ensuite certains des bateaux là qui sont en haute mer. Souvent c'est tous ces déchets là qui viennent déverser sur la zone. La desserte est très importante. D'après les habitants, le phénomène est récurrent, nous dit le chef de quartier. Le doyen Guy soutient que ces ordures ménagères peuvent causer des maladies aux populations des zones environnantes. Le plus souvent dans ces genres de situations, ce sont les enfants qui en pâtissent. Ils viennent souvent jouer dans ces tas d'ordures. Le maire de Hann Bel-Air rassure les populations. Il assure que sous peu une opération de nettoiement sera menée. Babacar Mbeng différencie tout de même ces ordures ménagères aux ordures industrielles. Écoutez, nous sommes en train de voir, ça va demander une certaine planification. Est-ce qu'aujourd'hui ce serait pertinent d'engager les travaux tout de suite, d'autant plus qu'on sait qu'il pleut encore et qu'il va encore avoir des tas d'ordures. On est en train de voir avec l'UCG, en tout cas est programmé, bien entendu, mais je sais que c'est immanquablement une opération qui se fera dans les jours maximum, dans les semaines à venir. Mbebes, c'est pas à côté, et ce qui veut dire que c'est autant de camions quand vous tenez compte de la distance du trafic. Le phénomène n'est pas nouveau. D'après nos interlocuteurs, cependant, ils s'accordent tous sur le fait que la quantité de déchets de cette année est largement supérieure aux années précédentes. À Linguère, les populations du village de Tchil, situé dans la commune de Ouarkhor, sont très inquiètes depuis presque une année. Le personnel médical de leur dispensaire est pris en charge par le comité de gestion. Elles demandent le recrutement du personnel communautaire pour permettre aux 3000 âmes qui vivent dans cette commune d'accéder à un soin de meilleure qualité. C'est un reportage de Mondoumbay. L'association Diapo Ligue Tchila, en partenariat avec l'ONG PADEM, a construit ce dispensaire à hauteur de 24 millions de francs CFA. La réalisation de cette structure sanitaire est de permettre aux habitants du village de Tchila-Ouarkhor d'accéder à un soin de très bonne qualité. Il y a des années, la population de Tchila souffrait d'énormes difficultés sanitaires. Il y avait une case de santé qui est derrière, dont il y avait beaucoup de mots. Parmi ces mots, on peut parler de l'inaccessibilité des populations, l'absence d'infrastructures sanitaires, l'absence de médicaments et également l'absence de personnel qualifié. Dans cette zone du département de Linguère, les pathologies les plus fréquentes sont la diarrhée, les infections respiratoires et dermatologiques. On a constaté qu'il y a un problème fréquent qui est la diarrhée et qui occupe 16% de nos consultations. Mais aussi, il y a les infections respiratoires qui occupent 26% de nos consultations et donc les infections dermatologiques qui occupent 14% de nos consultations. La lutte contre la mortalité néonatale demeure une préoccupation de l'infirmier et chef de poste. Depuis qu'on a créé cette infrastructure, il y a une lutte contre la mortalité néonatale qui existe. Mais on est là pour contrecarrer ça. On est là pour faire le dépistage précoce des grossesses à temps. On est là aussi pour faire les accouchements assistés à temps. Même depuis qu'on est là, il n'y a pas d'accouchement à domicile. Les populations de Tchila-Ouarkhor demandent aux autorités gouvernementales de recruter le personnel communautaire, entièrement pris en charge par le comité de santé. Allez, mettons cap à présent sur Santhiou Moussa, c'est dans le département de Kébémer. Sur place, les populations réclament de meilleures conditions d'existence. Le manque d'infrastructures sociales de base constitue un frein au développement de ce village. Les villageois demandent le désenclavement de leur localité et l'assistance médicale pour les femmes.
À la une de l'actualité politique, la mutinerie à la prison de Rebeuss faisant au moins un mort, l'affaire Petro-Tim. Le directeur général de la RTP fusille l'opposition selon le coordonnateur des cadres de l'APR de Pikine et de Mbao. L'opposition ne doit pas politiser des questions aussi sensibles. Je vous propose d'écouter Abdou Karim Sall. Il est au micro de Salih Sow et Asmalik Diop. La situation a été clarifiée par rapport à ces gesticulations de ces derniers temps. Ce qui me choque à la suite de la déclaration du Premier ministre, c'est que nous avons enregistré encore d'autres sorties. C'est pour dire que le Sénégal a besoin d'une opposition républicaine. Je suis vraiment navré, je suis vraiment déçu qu'on ait une opposition à la tête de laquelle nous n'avons pas des hommes d'État. Nous avons vraiment des hommes qui, aujourd'hui, après avoir géré des responsabilités au niveau le plus élevé, se mettent à mettre sur la place publique des informations qu'ils ont eu à prendre connaissance au moment où ils ont occupé ces responsabilités. Les déclarations qui ne sont pas des déclarations correctes, qui sont des affabulations, qui sont plutôt des règlements de compte, je pense qu'on ne peut pas le tolérer dans un pays de droit. C'est regrettable qu'on en arrive à... Parlons à présent de la visite du Premier ministre français Manuel Valls au Sénégal. La coordination des musulmans de Rufisque invite le chef du gouvernement français à moins de stigmatisation des musulmans de France, mais aussi et surtout à l'enterrement de la politique France-Afrique. En marge de leur rencontre avec la presse, ils se sont exprimés et c'est l'ancien ministre Bamba Ndiaye qui est leur porte-parole du jour. Ces propos sont recueillis par nos correspondants dans la banlieue, Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Le Premier ministre français, M. Manuel Valls, il tenait à rappeler que la France n'est pas par contre en guerre ni contre les musulmans ni contre l'islam, ce qui est une bonne chose. Nous lui avons rappelé que nous voudrions bien le croire sur parole, mais malheureusement, vu l'exclusion et la stigmatisation dont dont les musulmans sont victimes en France, il est très difficile de croire à ces propos. Ou bien veut-il consacrer tout simplement cela à des discours et non pas au niveau des actes? Nous avons mis l'accent bien sûr sur les relations France-Afrique. Nous avons pensé qu'il est temps d'enterrer définitivement la France-Afrique, cette odieuse politique qui a ruiné les pays africains et qui continue encore à les ruiner. Parlons à présent d'économie plutôt avec la situation critique de l'Afrique et des marchés mondiaux de matières premières exposés dans un livre, un recul surtout observé entre 2006 et 2014 et pour inverser la tendance, les économistes préconisent un taux de croissance moyen de 7% sur des décennies. Une nouvelle vision pour augmenter la valeur ajoutée. Le constat a été fait, je vous le disais à l'entame de mon propos, dans un ouvrage. Ce dernier s'appelle L'heure et lueur. Il a été présenté par Cyclope Afrique, compte rendu de sa présentation avec Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Des matières premières puisées des pays africains, puis transformées. Ces mêmes produits consommés dans le continent, une énorme perte selon ces experts qui ont présenté l'ouvrage Cyclope Afrique 2016. L'Afrique a vu sa place sur les marchés de matières premières diminuer ces dernières années, même si, je le répète, la plupart des économies des pays africains restent extrêmement dépendantes vis-à-vis de la production et de l'exportation de matières premières. Pour changer la donne, la maîtrise des prix est un impératif. Le premier défi, c'est de gérer cette instabilité, c'est de gérer ce qui risque d'être une période relativement longue de prix relativement déprimés, premièrement. Mais au-delà, bien entendu, que l'autre défi, c'est d'être capable de gérer la rente des matières premières. Le Sénégal a découvert du pétrole et du gaz. Comment gérer ce pétrole et ce gaz, non pas en dépensant l'argent dans l'immédiat, mais en le gérant sur la longue période pour les générations futures. Des décennies prévues pour dépasser légèrement ce rythme, une dynamique qui passe forcément par la diversification de la production. Non seulement la diversification
dans le marché des matières premières parce qu'il doit être possible d'élargir le spectre de produits, mais également d'utiliser, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, la rente des matières premières pour développer notamment la manufacture, les infrastructures, préparer le futur, etc. Les économistes prévoient par ailleurs un taux de croissance moyen de 7% d'ici à 2025. Avec ces prévisions, le Sénégal pourra anticiper, booster l'exportation pour gagner plus. Et puis, c'était l'un des titres de cette édition, l'ouverture du séminaire sur le code de la presse ce matin à Saly Portudal. Il a été présidé par le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye. La suppression de la pénalisation des délits de presse et la réglementation de la presse en ligne sont entre autres les innovations du nouveau projet. Toutefois, pour ce premier jour de séminaire, de nombreux journalistes ne semblent pas encore avoir été convaincus par les réformes proposées. Le point avec Birama Thior. La question de la dépénalisation ne constitue plus donc un point de cristallisation. La dépénalisation, le maître mot de ce séminaire de 3 jours de concertation sur le code de la presse, à en croire monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, ce point qui constitue la principale pomme de discorde entre le gouvernement et les journalistes n'est plus à jour. Le premier projet de texte s'est heurté à la résistance unanime de l'opinion publique et principalement des parlementaires réfractaires à l'idée d'une dépénalisation, voire d'une déprisonnalisation. Les textes contiennent des innovations importantes et très profitables au secteur. L'autre grande préoccupation du ministre, l'obtention d'un cadre juridique pour la presse en ligne. Pour la presse en ligne, dont le développement technologique est fulgurant. Nous avons ainsi pu profiter des conclusions des 2 derniers ateliers de l'Association de la presse en ligne pour actualiser le texte. Si le gouvernement pense avoir trouvé une solution, du côté des journalistes, le doute est permanent. Le premier axe pour lequel nous nous battons tous, c'est l'accès à la profession. Il faut qu'au Sénégal, l'accès à la profession puisse être réglementé, qu'il y ait des barrages à l'entrée pour qu'on sache qui est journaliste, qui n'est pas journaliste. Nous avons dit qu'en principe, ce séminaire devait être un séminaire carrément d'information où les gens vont, disons, soulever les questions les plus essentielles, mais l'objectif ne sera pas d'adopter le texte aujourd'hui à Saly. Parce que sinon, et nos bases dans tout cela, parce que nos bases aussi ont peut-être des points de vue sur le texte. Ce nouveau code de la presse, rédigé par les spécialistes en cybercriminalité, Pape Hassan Touré, le magistrat Mohamed Bambagnon et le professeur Mamadou Niang, a suscité un vif débat du côté des professionnels des médias. Et puis, l'accalmie notée ces dernières années dans le sud du pays suscite beaucoup d'espoir quant au retour définitif de la paix en Casamance. Mais on le sait, accalmie ne veut pas dire paix définitive. C'est pourquoi les plateformes des femmes du Sénégal, de la Gambie, mais aussi de la Guinée-Bissau se sont réunies à Ziguinchor. Objectif, rappeler au chef de l'État qu'elle souhaiterait la traduction de cette longue accalmie en un accord de paix définitive en Casamance. Je vous propose d'écouter Ndeye Marie Thiam, coordinatrice de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Elle est interviewée par Boubacar Diassi. La paix est possible dans nos régions. Nous y croyons fermement. Nous pensons même que nous sommes arrivés au dernier village. Le MFDC a manifesté sa volonté d'aller vers la paix, de même que l'État du Sénégal. La société civile également s'est positionnée pour le retour de la paix. Au niveau des villages, les chefs de village se sont prononcés, les autorités au niveau des villages se sont prononcés pour la paix. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est cette accalmie-là, qu'on la traduise en paix durable, que nous profitions de cette période d'accalmie pour que les questions qui nous ont amenés vers le conflit armé, que ces questions soient débattues. Il s'agit d'une question politique, il s'agit des questions d'ordre économique, il s'agit de désenclavement de la région. Il faut que ces problèmes, on les pose sur la table et que ces problèmes soient débattus. Et là, avec la participation de la société civile et des femmes également, puisque nous avons des préoccupations qui nous sont propres, nous devons pouvoir les dire nous-mêmes. Personne ne pourra les dire mieux que nous.
L'actualité sportive avec ce concept Élite Jeune, un tout nouveau programme pour créer des sportifs de haut niveau au Sénégal, une initiative combinée du CONOS et du ministère des Sports. Plus de 100 millions de francs CFA mobilisés et près de 120 jeunes sélectionnés pour ce projet. Des jeunes qui seront formés sur une durée de 8 à 9 ans. Je vous propose d'écouter le ministre des Sports Matarba au micro de Mamadou Fall et Mohamed Dia. 120 personnes pour permettre à l'État du Sénégal et aux fédérations de faire un suivi sur ces jeunes athlètes qui sont les plus performants dans leur discipline. C'est ce qu'on vient de matérialiser ici et on a appelé le projet Génération 2024 pour 8 ans de formation et d'encadrement. Et au bout de 4 ans, il y aura une évaluation intermédiaire. Je pense que ça c'est extrêmement important et c'est suivre les directives du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, qui nous a demandé de faire tout pour accompagner l'élite jeune, mais aussi de penser et d'accorder une importance capitale à la petite catégorie. Parlons à présent de foot de Navétane pour être plus précise. Désormais, toute ASC sans projet économique ne recevra pas de subvention à compter de l'année prochaine dans la commune de Fan.e. L'annonce a été faite par le maire de la localité qui entend ainsi inciter les ASC à créer des emplois. Palassemble demande à l'ODCAV également de procéder à des sanctions sévères pour éradiquer la violence pendant les Navétanes. C'était au cours de la remise des subventions aux ASC cette année. 10 millions de francs CFA ont été partagés aux 7 ASC que compte la commune, les 2 écoles de football et l'équipe de roller de la commune. Propos recueillis par Papa Renning et Mardia. Il ne s'agit pas de donner des subventions uniquement pour aller jouer au football. Je pense que les ASC doivent maintenant se transformer soit en entreprise, en GIE, pour créer des emplois. Parce que je pense que le rôle des ASC maintenant, ce n'est plus d'aller jouer seulement au football. Et je dis tout à l'heure au président des ASC que pour l'année prochaine, je ne remettrai jamais de subvention à une association qui ne m'a pas présenté d'abord un projet. Donc nous allons financer des projets des ASC à hauteur de 3 millions par ASC. La violence est toujours à bannir. Malheureusement, chaque année, c'est un problème qui revient. Lancer un appel aux dirigeants du mouvement Navétane qu'on puisse prendre des sanctions. Malheureusement, mais vous savez, il y a des ASC qui ne sont jamais sanctionnés hein, parce qu'ils ont du public, etc. Donc, je pense qu'il faudrait que les gens acceptent de sanctionner les ASC qui font la violence. Et voilà qui met un terme à cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, je passe le témoin à Bouba. Bonsoir Bouba. Bonsoir Sarah et merci pour ce journal de 20h. Avec le point final sera donc l'invité qui sera Zator Mbaye. C'est dans un instant. L'honorable député Zator Mbaye, comme je vous le disais à l'instant, est l'invité du 20h de la rédaction de la télévision Futur Média. Il revient sur l'actualité, n'est-ce pas, de la mutinerie à la MAC de Rebeuss, entre autres également la marche de l'opposition du 14 octobre prochain. Il est reçu par Mohamedou Papis Diaw. Papis, bonsoir. Bouba, merci à toi et bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur ce plateau du 20h. Nous invitons aujourd'hui M. Zator Mbaye, honorable Zator Mbaye, député à l'Assemblée nationale. Honorable, bonsoir. Bonsoir Papis, je voudrais aussi dire bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, nous avons invité en tant que député, c'est vrai que vous appartenez à une mouvance politique, mais aujourd'hui, il y a des questions sociales qui font face à nous, donc aux députés. Alors, si vous enlevez toutes vos colorations et que vous portiez le manteau de député, pour les intérêts du peuple et que vous soyez seul dans l'hémicycle par rapport à cette histoire de prison, vous diriez quoi à votre peuple aujourd'hui? C'est totalement désolant. Je dois vous avouer que dès l'avènement de la 12e législature, le président Moustapha Niasse a eu à mettre en place une mission de parlementaire qui a eu à sillonner l'essentiel des prisons du Sénégal. Et j'ai eu l'honneur de faire partie de cette délégation.
Et j'avoue que le rapport qui en a été fait après n'était pas du tout reluisant, parce que simplement ce que nous avons eu à voir dans les prisons, c'est la promiscuité, le nombre exorbitant de détenus, les longues attentes liées donc à la détention. Et je crois que nous avions donc déposé ce rapport sur la table du gouvernement, qui avait quand même essayé justement de prendre des mesures conjoncturelles pour essayer justement d'apporter un léger mieux. Ces mesures, c'était donc d'augmenter la pension allouée aux prisonniers. Elle est passée de 600 francs d'alors à 1000 francs aujourd'hui. Mais aussi, dans ces mesures, on avait la libération ou la liberté conditionnelle qui était donc actionnée pour pouvoir permettre de désengorger les prisons. Mais aussi, nous avions également sollicité du président de la République pour qu'il fasse, ou alors pour qu'il fit un effort important sur les grâces présidentielles. Je crois qu'à chaque veille de fête, n'est-ce pas, le président de la République est en train de faire des bons importants. Mais le problème des prisons, pour moi, est un problème qui nécessite des solutions structurelles. Aujourd'hui, il est inacceptable qu'un pays comme le Sénégal ne puisse pas construire une prison moderne qui soit, n'est-ce pas, liée ou qui soit conforme aux agrégats internationaux. Alors, sur cette construction de prison, est-ce qu'on n'est pas victime de cette conscience un peu populiste ou populaire qui refuse à un président ou à un gouvernement de construire une prison parce que c'est lui-même qui va en finir en tôle? Peut-être bien, peut-être oui, peut-être non, mais je crois qu'aujourd'hui, quand même, le président Macky Sall, qui est né après les indépendances, a dépassé cet état de fait. Mais le constat, c'est que les prisons ne sont pas construites encore. Mais vous savez, pour construire une prison, en tout cas, la dernière information qu'on en avait eue sur le cas de Rebeuss, est que nous étions en train de voir que le gouvernement était en train de discuter avec un promoteur qui voulait prendre la prison de Rebeuss pour construire une nouvelle prison vers Sébikotane. Je crois que les négociations étaient avancées, parce que quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, une prison qui a été construite pour 500 ou 600 personnes, qui abrite 2000, 3000, 4000 personnes, mais c'est inacceptable. Et malheureusement, le gouvernement aujourd'hui est en train de faire tout ce qui est en sa possession pour essayer de juguler ces difficultés, mais comme on le sait, comme on le pense, il faudrait justement qu'on aille vers le désengorgement des prisons. Alors, au-delà de ça, on sait que la prison, c'est pas un confort. On ne vous invite pas à un confort, c'est vrai, et le surpeuplement est une réalité à la limite mondiale, mais à côté du surpeuplement, il y a les conditions, l'alimentation, mais tout ce qui s'ensuit, et des efforts ne sont pas encore consentis en attendant de construire. Ben si, vous savez, la dépense journalière par prisonnier était de 600 francs. Mais cela n'a pas eu d'effet, la preuve, il y a eu cette mutinerie. Mais vous savez, cette dépense aujourd'hui, c'est à peu près quelque chose comme 3 milliards du contribuable sénégalais sur l'ensemble des prisons du Sénégal. C'est un effort important, mais un effort minime et insuffisant. Vous savez, l'objectif pour moi, à terme, est de mettre les prisonniers dans de bonnes conditions. Les bonnes conditions, ce n'est pas simplement l'alimentation, c'est les conditions de vie. Il est inacceptable de voir du paquetage dans ces prisons. Et c'est le cas. Nous avons vu dans des prisons, justement, des prisonniers nous dire qu'ils ne dormaient pas le soir parce que simplement il y avait un problème d'espace. Et il est inacceptable dans un pays de droit que nous puissions assister à ces scènes. Maintenant, le gouvernement est en train de faire tout ce qui est en sa possession pour essayer d'améliorer les conditions de vie de ces prisons. Mais je dois vous avouer que, en tout cas, à mon sens, la solution à ces problèmes, c'est la construction de nouvelles prisons, parce que on y a intérêt, hein. Tout le monde a intérêt. Parce que personne ne sait demain que tu pourras te retrouver. Vous avez parlé de missions, de rapports présentés justement à l'État, certainement, en tout cas aux autorités. Et depuis lors, il n'y a pas eu un avancement. Il y a eu beaucoup d'avancement, parce que je vous ai indiqué tantôt que la dépense journalière a augmenté de pratiquement 80%. Alors comment vous expliquez cette mutinerie qui a conduit même à un décès? Alors, de ce que j'en ai entendu, semble-t-il que des prisonniers se sont offusqués du fait, justement, qu'ils avaient de longues années de détention. Je crois que c'est quand même logique et légitime. Entre autres problèmes. Parce que ce n'est pas un problème sénégalais, hein, c'est un problème que nous retrouvons partout. Parce que l'effectif de nos magistrats est insuffisant. Un magistrat qui aujourd'hui a sur sa table... Et vous avez suivi la sortie du procureur pour se dédouaner que ce n'est pas du ressort du parquet, les longues détentions. Vous savez, je l'ai suivi parce que c'est clair que le procureur a
Il a raison de dire que ce n'est pas de sa mission. Mais enfin, on devrait également nous questionner sur les mandats de dépôt qui sont quand même délivrés. J'avoue qu'en 2012, moi-même, j'avais demandé à ce que les procureurs puissent être envoyés en prison pour voir un peu les conditions dans lesquelles ils envoyaient leur père en prison. Parce que pour moi, la délivrance des mandats de dépôt est quand même automatique et excessif. Et aujourd'hui... Systématique parfois. Et aujourd'hui, oui, MD, un prisonnier me disait que le procureur était là debout et les fils venaient et ils disaient MD, mandat de dépôt, et eux, de manière triviale, ils disaient manger, dormir, MD. Et je crois qu'aujourd'hui, quand même, il est normal que nous puissions justement nous arrêter sur ça et voir comment est-ce qu'on peut redresser la personne sans pour autant l'envoyer en prison. Nous avons un programme d'autosuffisance alimentaire, nous avons beaucoup d'autres questions qui nous attendent, et en prison, il y a justement des bras valides. Mais il y a également un autre point important. La loi Latif Gueye, je voudrais m'arrêter sur ça. Voilà une loi, paix à son âme, qui aujourd'hui crée beaucoup plus de problèmes qu'il en règle. Parce que beaucoup de jeunes qui sont en prison, ils sont justement par le fait de cette loi que nous essayons de réformer depuis lors. Laquelle? La loi Latif Gueye, qui était donc inhérente à la consommation et à la vente de drogue. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont en prison parce que simplement ils ont utilisé un cornet, deux chanvre indien. Alors que les véritables trafiquants aujourd'hui bénéficient de grâce, bénéficient de privilèges. Ou ne sont même pas inquiétés. Elles ne sont pas inquiétées. Je crois qu'il y a quand même un problème parce que c'est une solution qui finalement crée des problèmes. Crée des problèmes. Alors nous allons passer à une autre actualité, celle de ce débat sur les contrats pétroliers. Alors on a vu la sortie du gouvernement par la personne morale, donc notamment le Premier ministre. Alors est-ce que vous pensez que ça a été suffisant justement pour convaincre les Sénégalais? Et est-ce qu'il n'y a pas un peu une fracture de confiance aujourd'hui? Parce que les explications se suivent et se répètent pour le même sujet. Vous savez, le Premier ministre, c'est le premier inter pares, il est de son rôle, justement, de se prononcer sur des questions qui touchent son gouvernement. Et cette question du pétrole ou du gaz est une question très, très importante. Je crois que quand même la conférence de presse qu'il a eu à tenir est salutaire, parce qu'il a eu à donner des informations assez importantes sur ce sujet. Je l'ai entendu également dire que ces dossiers seront divulgués, seront publiés, pour que nul n'en ignore. Et je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal a quand même est signataire de l'ITIE, qui est une initiative pour la transparence des industries extractives, ce qui permet aujourd'hui, alors empêche au Sénégal, mais de verser dans la nébuleuse en matière de pétrole et de gaz. Je ne peux que m'en tenir aux allégations du Premier ministre quand même, qui aujourd'hui est une personnalité éminente de l'État, qui a donné des informations fiables. Maintenant, vous savez, nous sommes dans un pays... Vous êtes convaincu de ces explications? Je suis totalement convaincu par ce qu'il dit, jusqu'au moment où quelqu'un d'autre pose sur la table un document qui pourrait contredire ce qu'a dit le Premier ministre. Mais jusqu'à la preuve du contraire, je considère que le Premier ministre, que je connais, et certainement qui sera interpellé sur cette question précise à l'Assemblée nationale, ça, vous pouvez compter sur nous. C'est sûr que le Premier ministre reviendra sur cette question. Et même, il n'est pas à exclure justement que les parlementaires que nous sommes puissent mettre en place, pour que nous puissions mettre en place justement une commission d'enquête pour essayer d'éclairer nos concitoyens sur cette question précise. Alors la dernière question, le temps nous a rattrapé, c'est sur cette opposition qui se réveille, une sorte de résurrection. Est-ce que vous pensez qu'elle est partie vraiment pour s'opposer au régime du président Macky Sall, avec Wortu Sénégal et cette marche en perspective à la date du 14? Vous savez, je pense qu'ils ont interverti ce qu'ils voulaient dire. Sénégal, Wortu, nous, le parce que je considère qu'il n'y a rien de nouveau sous les projecteurs. C'est ces gens-là qui étaient là depuis 2012. Pour moi, c'est une bande de frustrés, tout simplement, qui aujourd'hui pensent qu'à travers un soi-disant espace qu'il faut occuper, qu'ils pourront faire mal. Vous savez, le Sénégal aujourd'hui a dépassé ce clivage de toi que je m'y mette. Ils ont été aux affaires pour la plupart. Les Sénégalais ont voté pour le président Macky Sall. Il faudrait qu'ils prennent leur mal en patience et qu'ils attendent justement les prochaines élections présidentielles qui se tiendront en 2019. Maintenant, pour la plupart d'entre eux, c'est des gens... Vous sous-estimez les forces de frappe En fait, je ne sous-estime pas... Il n'y aura pas d'impact sur le déroulement du programme ou la stabilité du régime. Mais il n'y aura aucun problème au Sénégal parce que pour la plupart d'entre eux qu'on a eu à pratiquer, nous ne les avons jamais vus dans les rues de Dakar. J'en veux même pour preuve le coordonnateur ou le supposé coordonnateur de ce front. Pourquoi supposer coordonnateur? C'est Malick Gakou, non? Oui, je veux dire que moi qui étais dans le même parti que lui, je ne l'ai jamais vu sur un front pendant 12 ans qu'on a été. Mais là, il est dans la posture de opposant. Mais simplement pour aujourd'hui essayer de mettre en place... Vous savez, tous ces gens qui sont ensemble, c'est un groupe de façade.
personne ne laissera quelqu'un d'autre diriger. Personne. Personne d'entre eux, parce que chacun d'entre eux a une ambition personnelle. Je dis bien personnelle, pas une ambition pour le Sénégal, et c'est ce qui est développé. Donc c'est une alliance contre nature. Mais contre nature, ça a l'odeur de bouillabaisse. Voilà. Zator Mbaye, député à l'Assemblée nationale, qui était notre invité sur ce 20h. Merci de nous avoir suivis et excellente suite des programmes sur la TFM. Merci beaucoup à Papis Diaw et à son invité, l'honorable député Zator Mbaye. C'était donc l'invité du 20h de la rédaction de la télévision Futur Média. Dans un instant, votre tirage en direct Cash Chrono, suivi de l'interview exclusive de Rama Yad sur la TFM. Merci, bonsoir et à demain.